Bienvenue dans Tech Café, 2 fois par semaine on passe en revue toute l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. On enregistre cet épisode le 10 mars 2026 et c'est l'épisode 477. Il y a déjà un épisode qu'on a enregistré le 10 mars et qui est déjà dispo, donc vous pouvez aller le consulter avant ou après celui-ci, c'est pas très grave, comme vous voulez. Si en tout cas vous n'êtes pas abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, vous voyez, je vous le dis, il y a des contenus qui arrivent en permanence, alors abonnez-vous immédiatement pour ne pas les manquer. Dans cet épisode, les incroyables modèles d'IA de la semaine avec des générateurs de vidéos qui repoussent en permanence les limites, mais aussi les informations en lien avec la guerre au Moyen-Orient, des projets de data center pour le moins originaux, et on va pas parler d'espace cette fois-ci, et même des lancements de création de réacteurs nucléaires aux États-Unis. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je ne suis pas seul, il est à la tech, ce que les ortillonnages sont à Amiens, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Et connais-tu voilà. les ortillonnages ? Mais non. Comment tu veux que je réponde à ça ? Je sais même pas ce que c'est. Alors, les ortillonnages à Amiens, c'est toute une zone marécageuse qui a commencé à être cultivée à l'époque gallo-romaine, qui est autour de la Somme. Et aujourd'hui, c'est tout à la fois plein de parcelles qui sont utilisées pour des agriculteurs qui cultivent des légumes locaux. Et il y a aussi plein de petites maisonnées hyper choupinettes, trop mignonnes. Et le long des ortillonnages, il y a ce qui s'appelle le chemin de halage à Amiens, qui, comme tout chemin de halage, servait à l'époque aux chevaux à tirer les bateaux pour avancer le long du fleuve. Et c'est là où je fais mon petit footing quand je cours. Je cours normalement chaque semaine, mais quand il fait beau. Alors, comme il fait pas beau en ce moment, c'est loin d'être chaque semaine. Mais bon, voilà. Et donc, c'est emblématique. C'est ce que je voulais dire. J'aurais appris ça. Voilà. Merci beaucoup à Barthavel qui soutient Tech Café depuis la semaine dernière. Il est allé s'inscrire sur patreon.com/techcafé. Merci infiniment à Wimo, WYMMO.com et Duke Analytics qui sont nos deux mécènes. Il reste 3 emplacements de mécènes sur patreon.com/techcafé. Sans autre forme de procès, les modèles d'IA de la semaine. Et on en parlait juste avant d'enregistrer cet épisode ensemble. Guillaume, là, je me suis un peu expérimenté pour la première fois, des années après tout le monde, que dis-je, des siècles avec l'histoire de la tech à OpenCode. C'est absolument dingue tout ce qu'on arrive maintenant à faire avec les IA et je ne suis pas comme toi à expérimenter des choses en local. En tout cas, tu es notre vigie chaque semaine, Guillaume, pour aller sélectionner les meilleurs modèles ou les modèles les plus emblématiques qui arrivent et vous les entendez en premier dans Tech Café et peut-être que vous en entendez parler ailleurs, mais en premier, c'est dans Tech Café. Et donc, pour commencer, un nouveau générateur de vidéos qui repousse les limites et un outil qui transforme les vidéos dites 360, celles qu'on peut voir dans les casques VR, par exemple, et qui les transforme, effectivement, Guillaume. Oui, je suis une vigie. Et qu'est-ce que je vois à l'horizon ? Je vois le soleil se lever avec Helios, qui est un modèle de vidéo de ByteDance, tout simplement, qui se spécialise dans la génération de vidéos longues, relativement. Et en plus, il est de très petite taille. Bon, tout est relatif, mais disons qu'il fait 14 milliards de paramètres, donc il est très 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 lourd pour un PC moyen, mais pour les standards industriels, il est minuscule. Et avec du matos de pro, Helios est très rapide. Il tourne à presque 20 images par seconde sur une seule GPU NVIDIA H100. Donc c'est même pas le truc le plus puissant, donc ça veut dire que globalement, essentiellement, c'est du temps réel. Au niveau qualité, il est comparable à peu près aux autres solutions, en tout cas aux solutions open source. Il est capable de produire surtout des clips longs de 1 minute. Il utilise une technique hybride de diffusion et d'autorégression, donc c'est un modèle de diffusion quand même, mais qui conditionne sa génération de segments futurs par les générations passées. Un système d'auto-forçage qui est mieux maîtrisé que chez la concurrence, puisque il y a aussi déjà des solutions qui expérimentaient déjà un petit peu ça, mais on a des séquences qui ont l'air nettement plus dynamiques, et ça peut dire que ça peut bouger quand même beaucoup plus et rester assez cohérent assez longtemps. Pour le moment, ça ne va pas concurrencer les modèles commerciaux, on est clairement en train sur un test, un modèle de recherche, mais on sent la préparation de Seedance 3 ou 4 qui pourra probablement générer d'emblée des clips d'une ou plusieurs minutes en une seule fois. Toujours en vidéo, effectivement, on a... Une fois de plus, juste sur ce modèle, Guillaume, une fois de plus, c'est chinois, c'est en tout cas ByteDance, et il y a Canva aussi qui signe ce modèle, je crois. Ah, c'est possible, oui, j'ai pas fait attention, mais c'est possible. Et comme tu disais, effectivement, il y a aussi donc Cube Composer, et c'est ce que tu disais, c'est la vidéo à 360 degrés. Donc c'est vraiment, vous pouvez regarder dans toutes les directions, comme si vous aviez un casque VR, vous êtes immergé dans une vidéo 4K. Le modèle est entraîné à créer ce qu'on appelle une Cube Map, ou ce qu'on appelle aussi une Skybox dans les jeux vidéo, pour parler plus français, non pas du tout. Cube Map ou Skybox, désolé. En fait, il s'agit d'un cube vu de l'intérieur, mais ce cube n'est pas éclairé. Je veux dire qu'il n'est pas sensible à l'éclairage de la scène. Il est éclairé de manière uniforme, complètement, d'office, de base, mais il n'est pas éclairé par les lumières qu'il y a dans la scène. Et du coup, comme il n'est pas éclairé, vous ne voyez pas les jointures. Enfin, en tout cas, idéalement, vous ne voyez pas les jointures, et vous avez l'impression d'être complètement immergé comme ça
dans un décor, et c'est un décor dans lequel vous pouvez regarder n'importe où, et il est animé. Donc vous avez l'impression d'avoir un décor comme ça à l'infini, qui est animé, et Composer a appris à générer en fait des vidéos qui se correspondent sur chacune des faces du cube. Donc il génère 6 vidéos, et elles se correspondent avec les jointures qu'il faut et tout, ce qui est quand même pas mal. On peut tout simplement le voir comme un synthétiseur de Google Street View, quoi, hein, c'est vraiment ça. Ouais. Et alors pour l'instant, ça bouge pas énormément, mais ça bouge, hein, voilà, vous pouvez être dans un train et regarder autour, voilà, le train avance et vous pouvez regarder autour, ça bouge assez lentement. Il faut quand même se rendre compte que le modèle génère de la 4K directement et en 360 degrés. Mais c'est vrai que ça pourrait être utile, déjà pour créer des skybox, hein, pour créer des décors de fond de jeux vidéo assez facilement avec ce genre de truc. Eh ben, écoute, ça progresse de semaine en semaine, et parfois une des limites qui subsistent dans les générateurs, d'images, de vidéos, les modèles d'IA, c'est la gestion de la physique, comment se comportent les objets en mouvement avec des forces, avec la gravité, comment ils tombent, quoi. Et justement, là aussi, il y a un modèle pour ça. Tu sais, pendant un temps, on disait: «Il y a une app pour ça». Je pense que c'était Apple qui avait fait cette campagne de pub, il y a une Ouais. app pour ça. Là, il y a une IA pour ça, hein, j'ai l'impression. Oui, génération vidéo un petit peu différente avec Real Wonder, qui nous vient de Stanford et de l'Université de Californie du Sud. Ce générateur vidéo est très particulier parce qu'il est focalisé sur les interactions physiques. On le sait aujourd'hui, même si la physique est beaucoup mieux maîtrisée par les modèles modernes, ça reste approximatif quand même. L'idée de Real Wonder, c'est d'ancrer ça avec une véritable simulation physique derrière. Donc tu génères de la vidéo en utilisant la physique comme un conditionnement, comme une sorte de super prompt, si vous voulez. Donc on peut conditionner la vidéo avec une image, hein, déjà, hein, voilà, on peut aussi la conditionner avec une carte de profondeur. On peut le faire avec une voix aussi d'ailleurs. Pourquoi ne pas utiliser des informations sur la physique, sur la dynamique des objets qui sont présentés? Donc concrètement, tu vas partir d'une image que tu veux animer. Cette image, elle va commencer par être reconstruite en 3 dimensions par un modèle spécialisé, donc il y a toute une phase, on va dire, de pré-traitement. L'image va devenir une scène avec des objets, et ces objets, ça va passer dans un modèle multimodal qui va en déduire des propriétés physiques. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la faïence? Est-ce que c'est de la glace? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est du bois? Et il va donc lui assigner des propriétés physiques. Est-ce que c'est déjà, voilà, est-ce que c'est un solide ou est-ce que c'est un truc liquide plutôt? Et toi, tu vas venir dire aussi quelles sont les contraintes qu'il y a dessus. Est-ce que tu veux qu'il y ait du vent? Est-ce que c'est un ballon qui va venir taper sur un objet? Est-ce qu'il va y avoir une collision? Est-ce que c'est du sable? Etc. Bon. Et toutes ces informations vont être utilisées par le simulateur de physique, tout ce qu'il y a de plus classique. On va faire des gros calculs, hein, pour savoir comment ça se passerait en vrai, quoi. Voilà, le vent, la gravité, les collisions, la fumée sera simulée pour de vrai avec un simulateur physique, voilà, vrai. Et ça va générer plein d'informations, une espèce d'énorme prompt supplémentaire, et ça va servir à générer une vidéo beaucoup plus réaliste, parce qu'elle sera physiquement précise. Elle sera, voilà, la physique sera ancrée dans le réel. Et de fait, dans les démos, c'est vrai que les objets flottants flottent bien, les 2 canards en plastique se cognent de manière plus vraie que nature, le château de sable s'effondre et un bonhomme de neige fond de manière totalement réaliste. Et le tout est assez rapide, finalement. Pourtant, c'est un gros processus, hein, mais tout peut être en temps réel, sur une carte, donc quasi temps réel, on va dire. C'est un temps réel, mais avec pas beaucoup d'images par seconde, mais bon, c'est quand même du temps réel. Sur une carte H200, une carte donc professionnelle, mais bon, qui n'est pas non plus un truc de fou, quoi. Mmh. Dans une certaine mesure, on n'est pas loin de pouvoir faire des simulations physiques photoréalistes et interactives. Et là, quand on parle d'interactivité, on pense aux jeux vidéo, hein, et de mon point de vue, c'est à peu près inévitable que d'ici quelques années, le plus gros du rendu graphique d'un jeu soit fait par un générateur de vidéo conditionné. Conditionné par une version beaucoup plus simple de la scène, souvent. En fait, ça existe même déjà. Il y a des plugins Blender qui font des remasterisations de jeux anciens et qui montrent bien le potentiel, ou qui juste font du rendu neural. C'est-à-dire, en fait, vous faites un rendu minimaliste, rendu PS2, voilà, avec vraiment des trucs avec quelques polygones et tout ça. Et puis, vous donnez une image de style, on va dire. Alors, en fait, vous donnez plus que ça. Aujourd'hui, il faut donner plus que ça. Il y a sous Blender, si vous vouliez faire ça, il vous faudrait générer une vidéo dans laquelle vous avez donc les contours, comme ça, d'une scène animée, avec, voilà, vous avez donc la scène animée avec assez peu de polygones, quoi, assez sommaire, les contours et puis aussi la carte des profondeurs. Et vous donnez ça à un générateur vidéo comme One, Vase, ce genre de truc. Et avec tous ces conditionnements-là, vous pouvez faire un rendu, avec évidemment un prompt ou une image de référence. Vous pouvez faire un rendu photoréaliste de votre jeu PS2, quoi. Et ça fonctionne vraiment très bien, en fait. Et évidemment, vous gardez le contrôle de tout. C'est-à-dire, vous faites un rendu PS2 et juste avec l'IA, vous avez un rendu qui ferait pâlir GTA 6.
Mmh. Et vous conservez toutes les informations 3D. Il y a vraiment une physique, puisque la 3D, voilà, c'est comme un moteur de jeu vidéo standard, quoi. Hein. C'est juste le rendu final qui est produit par une IA. Il faudra bien sûr faire ça en temps réel, dans une résolution suffisante. Hein. Enfin, le DLSS peut aider pour ça d'ailleurs. Donc, je suis pas sûr que la PlayStation 6 puisse arriver à disons, à un niveau de puissance neurale suffisant pour vraiment faire de la génération vidéo en temps réel pour faire le rendu complet. Mais ça m'étonnerait pas forcément que la PlayStation 7 prenne cette orientation. Parce que c'est vraiment, à mon avis, le sens du truc, quoi. Mais bon. Enfin bon, on peut continuer dans la 3D peut-être avec... Ouais, ce qui manquera, c'est le gameplay moderne, quoi, par contre. Hein. Certes, des vieux jeux pourraient être rendus de manière très quali, mais Mais il non, manquera un mais gameplay oui, actualisé. Mais sur le rendu, ça veut dire qu'en non, mais gros, tu pourrais faire des calculs très légers et que le rendu final soit fait avec de l'IA, c'est oui, bien ça? sûr, tu pourras Mmh. imaginer ton God of War, le dernier God of War qui est sorti, il suffirait de te dire, bon ben voilà, au lieu de le rendre comme on le rend là avec des shaders Mmh. extrêmement compliqués, tu le rends en polygone, vraiment tu le rends avec vraiment une résolution et pas de texture, rien, tu t'en fous. Tu envoies donc alors, cette scène-là, puis comme j'ai dit, les contours, les trucs, enfin en tout cas, des choses pour conditionner le rendu vidéo, Mmh. et c'est le rendu vidéo qui te rend un film, carrément. C'est-à-dire que tu pourrais jouer à un film God of War, vraiment. Waouh! Ça, Ouais, c'est totalement envisageable, en fait, hein, pour l'instant, c'est très difficile à faire en temps réel, mmh. parce que ça demande beaucoup de calculs, évidemment, c'est compliqué, quoi, c'est très lourd pour l'instant, c'est pour ça que c'est pas faisable vraiment encore, mais ça pourrait le devenir, vraiment. Mais ça réduirait peut-être potentiellement les temps de développement parce que enfin quoique. Ça réduirait, les temps de mise au point des shaders et oui, ça pourrait Ouais. effectivement, puisqu'il y a une grande partie du temps de développement de jeux vidéo, c'est aussi, développer les matériaux, optimiser les matériaux, faire en sorte que ça se rende, que ça soit joli, que ça se rende à une vitesse suffisante. C'est sûr que si tout le rendu est pris en charge par un modèle de génération vidéo, forcément ça change beaucoup de choses, oui. Bon, c'est à surveiller. On continue du coup sur le rendu Oui, comme ça? oui, on peut continuer dans la 3D, mais bon, avec ouais, des trucs totalement différents. Pour le coup, on continue avec un article de l'université de Singapour qui a créé un modèle pour restaurer des objets 3D endommagés. On pourrait dire ça comme ça, ils font de l'in-painting, mais en 3D. Alors, vous savez qu'avec les IA, on peut désormais donc faire de l'in-painting, c'est-à-dire effacer une partie d'une image et puis la régénérer de manière cohérente avec le reste. Mmh. Évidemment, éventuellement, en changeant des choses. Enfin, vous effacez la tête de Mona Lisa, vous lui demandez Mona Lisa avec, avec des Google Glass, enfin avec des Meta Ray-Ban, pardon, et puis Eh voilà, oui. il y aura des Meta Ray-Ban. Donc là, l'idée est la même, sauf que c'est des objets 3D. Donc vous avez une moto, vous effacez le haut de la moto, l'algorithme est capable de vous reconstruire en 3D une moto d'une manière totalement crédible, et vous pouvez évidemment moduler ça par un prompt. Donc D'accord. ça vous apporte donc un véritable in-painting 3D comme en 2D. Vous pouvez créer un objet en 3 dimensions, bon, un personnage par exemple, là vous n'êtes pas content de sa tête, vous effacez la tête et puis vous régénérez la tête. Le modèle passe par une représentation en nuage de points pour faire ça. Donc il voit les objets comme des nuages de points à compléter, puis ensuite il crée des maillages en 3D à partir de ça. Donc ça pourrait être un outil de plus pour les futurs créateurs 3D qui pourraient intégrer Maya ou 3ds Max, voilà, prochainement, on ne sait pas. Et peut-être aussi, un autre outil qui pourrait arriver, c'est des choses comme CDDM. Alors CDDM, c'est le dernier modèle des japonais de l'université de Waseda, et c'est un modèle qui lui génère des mouvements. Tu prends un mannequin en 3D, et alors cette fois, il n'est pas question de générer des émotions sur le haut du corps, hein, comme on a parlé la semaine dernière. Là, on demande tout Mmh. simplement ce qu'on veut que le personnage fasse. Et après, il est animé automatiquement. Tu lui demandes de marcher, de courir, de faire des pompes, de sauter, de faire le dab, tout ce que tu veux. Et vous pouvez combiner des actions. Pas juste une seule. Donc vous pouvez me demander, voilà, est-ce que le personnage parte de debout, puis il s'accroupit, ensuite il touche le sol avec ses doigts, puis il se relève lentement et il te fait coucou. Voilà, n'importe quoi. Et OK. c'est une série d'actions qui peut durer jusqu'à 22 secondes actuellement. Et donc on imagine à quel point ça pourrait faciliter la vie des animateurs, quoi. Ah carrément, bah, dis donc entre tout ça, effectivement, on peut imaginer qu'il y ait des outils à l'avenir qui pourraient, aider au développement comme ça de fiction et d'éléments interactifs. Bon, bah, c'est plutôt cool. On va parler aussi, des IA, chinoises, des modèles chinois comme Kimika 2, mais aussi Qwen. Qwen, pour rappel, hein, c'est un des principaux modèles d'IA développés en Chine qui se positionne un peu comme un concurrent au système, d'OpenAI. C'est fait par Alibaba, une société chinoise qui malheureusement, j'ai l'impression que par les temps qui courent, ça arrive, hein, pour toutes les boîtes là, mais qui vient de perdre quelqu'un d'important. Oui, c'est vrai, Alibaba, qui sort les Qwen qui sont vraiment, de très bons modèles, en tout cas des modèles qui sont très appréciés par la communauté, qui d'ailleurs viennent de sortir toute une panoplie de nouvelles IA pour toutes les bourses et il y a vraiment toutes les tailles.
ça va de 0,6 à 400 milliards de paramètres. Vous avez vraiment un grand choix. Effectivement, ouais. C'est des IA qui sont toutes multimodales, donc elles peuvent même analyser des vidéos. Elles bénéficient d'une nouvelle architecture d'ailleurs qui consomme beaucoup moins de mémoire quand le contexte grandit beaucoup, ce qui est aussi et qui est d'ailleurs nettement plus rapide. Et elles sont capables de réfléchir, ou pas, d'ailleurs, selon ce que vous voulez. Et elles ont des performances qui sont très impressionnantes pour leur taille respective. Le modèle a 27 milliards de paramètres, qui est donc pas si énorme, et est au-dessus de DeepSeek V3.2, et qui n'est lui-même pas très loin de Gemini 3 Flash. C'est quand même assez remarquable pour une IA qui tourne sur un gros PC de gamer. Les performances en vision sont d'ailleurs aussi assez impressionnantes. Même pour les modèles de petite taille, j'ai pu le constater moi-même d'ailleurs. Donc il est temps de mettre à jour vos setups, si jamais vous utilisez ce genre de truc. Dans l'absolu, les modèles de Qwen ne sont pas forcément les plus puissants de tous, d'ailleurs. Il y a des modèles open source qui sont bien meilleurs que ça, même pour les très gros. Mais le gros avantage, c'est qu'il y a une grande variété d'architecture et de taille, ce qui fait qu'il y a toujours un Qwen pour vous. Il y a toujours un capybara à adopter. Et vous n'avez pas beaucoup de... Parce que voilà, vous avez de la puissance, mais pas beaucoup de mémoire. Vous pouvez prendre des versions à 4 ou 9 milliards de paramètres. Si vous avez beaucoup de mémoire, mais pas beaucoup de puissance, vous avez les mélanges d'experts. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, vous avez même des tout petits modèles. Et franchement, vous aurez le meilleur, rapport qualité-prix. Donc c'est un bon cru, les 3.5. On espère qu'il y en aura d'autres, même s'il y a eu un événement assez spectaculaire juste après leur sortie. Il y a les patrons de l'équipe qui s'occupaient de cette série de LLM qui ont quitté l'entreprise. En particulier, il y a Jun Yonglin qui est parti. Et alors, tout ça est assez flou, en fait. Il y aurait eu un audit qui aurait été peu flatteur pour l'équipe de Qwen. En particulier, un expert de chez DeepSeek qui aurait eu des mots assez durs. De notre point de vue extérieur, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, étant donné que les modèles Qwen ont toujours donné satisfaction, c'est des modèles appréciés. Mais bon, c'est pas parce que nous, les petits, on est contents d'avoir des modèles gratos que c'est une réussite au niveau, commercial, Et c'est pas du tout évident que ce soit un succès commercial. Et d'ailleurs, ça l'est pas vraiment. En fait, en Chine, je crois que c'est Daobao qui est le plus populaire. Et en fait, Alibaba est en dessous. Et d'ailleurs, même les performances des meilleurs modèles Qwen sont inférieures à ceux d'autres startups chinoises comme Zhipu ou Minimax. Ah, ils sont appréciés parce qu'il y a beaucoup de visages différents de Qwen qui se prêtent à plein de situations, mais c'est pas forcément les meilleurs. Ben non, tu prends des modèles de Moonshot qui est une peu... alors, c'est là, je pense, que le bas blesse aussi. Alors, parce qu'on peut se dire aussi, il y a des batailles d'ego, tout ça. Bon, c'est le directeur technique d'Alibaba qui va prendre en charge Qwen et qui va tout réorganiser. Bon, on ne sait pas exactement ce que ça va donner précisément, mais c'est vrai que si tu regardes objectivement, c'est pas Alibaba, c'est une boîte monstrueuse, absolument énorme, et qui est essentiellement un prestataire cloud aussi gros qu'Amazon pour nous, tu vois. C'est vraiment leur Amazon, Et en réalité, les Qwen, pourtant, ils se battaient pour avoir de la puissance machine. Alors, c'est pas exactement pourquoi, mais ils avaient des problèmes avec ça, et en plus, c'est vrai qu'en termes de puissance absolue, les meilleurs modèles de Qwen sont moins bons que ceux de Moonshot, par exemple, qui sont des startups, Donc il y a probablement un problème, si tu veux, et donc il y a une grosse réorganisation. Le PDG a peut-être pris ombrage de ça. En tout cas, ils vont se recentrer apparemment sur Qwen, et surtout, alors c'est pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais disons que pour l'instant, ils disent qu'ils vont continuer à faire de l'open source. Donc on a un peu d'espoir quand même. On espère qu'ils vont pas prendre le chemin de Meta, pour être clair. Ouais, je sais pas si ce serait bien aussi possible, mais notamment en Chine, mais bon, peut-être, on va savoir. On continue du coup avec Kimi 2.5, oui, on peut continuer justement, Kimi puisqu'on K2. parle de modèle chinois. Pourquoi pas parler de Kimi? Kimi, c'est très mignon comme nom déjà, Kimi. C'est vrai que c'est un nom très mignon. Autant les capybaras, c'est mignon, mais... Et il se trouve que le K2.5 est un des meilleurs modèles, justement, qui soit disponible en open source, qui se mesure sans problème à Claude. Et d'ailleurs, il est aussi disponible en ligne pour une fraction du prix de son concurrent. Donc K2.5 a plusieurs originalités intéressantes. Déjà, c'est un modèle multimodal qui est capable d'analyser de la vidéo et qui est même capable de s'en servir comme base pour créer des présentations ou des logiciels. Tu lui montres comment défile une page web, il va te créer la même page web. Tu lui montres comment un logiciel fonctionne, il va essayer de programmer la même chose. Alors bien sûr, Kimi est très fort en code, du coup. Il possède son propre outil qui s'appelle Kimi Code, qui est un petit peu comme Quedcode ou OpenCode. Et il est capable d'utiliser Python spontanément pour résoudre des problèmes qu'on lui pose. Et bien entendu, il est entraîné pour avoir un comportement d'agent, c'est-à-dire pour utiliser des outils, prendre des initiatives, combiner les outils et réfléchir potentiellement pendant très longtemps. Mais le truc en plus,
Enfin, il y a un truc en plus, il y a une nouveauté par rapport aux autres, c'est les essaims d'agents. Voilà. Kimi, c'est un esprit de ruche, c'est comme dans Mass Oui. Effect. C'est peut-être le premier Get, on ne sait pas. Et enfin, pas tout à fait, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Kimi peut fonctionner en mode mono-instance, hein, tout ça, tu discutes avec et voilà. Mais il est aussi prévu pour être sous la direction d'un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, c'est lui-même une IA qui possède, c'est lui-même un modèle de langage, hein, qui possède lui-même ses propres outils. Donc c'est un agent en fait, mais il est entraîné à déléguer. Son boulot, c'est de déléguer. Il ne sait pas faire grand-chose lui-même, mais il fait faire. C'est peut-être la C'est un première vrai IA PDG. manager. Ouais. C'est créer des sous-agents, des employés. Hein. Comme ça, c'est pas forcément une nouveauté, parce qu'OpenClaw sait le faire, Oui. par exemple. Hein, mais l'orchestrateur est une version de Kimi un peu différente, spécifiquement entraînée pour distribuer des rôles, manager toute une équipe qui travaille pour lui. C'était pas le principe de, je dis peut-être des bêtises, mais The Computer de Perplexity. Il me semble qu'on a abordé ça récemment. Oui, Je dis oui, peut-être oui, des oui, c'est pas le bêtises. seul à faire ça. Le Mm. truc, c'est que Kimi le fait de manière massive, c'est-à-dire qu'il peut D'accord. dispatcher 100 agents simultanément. Et 100 instances de lui-même, Ah oui, en fait. Hein, effectivement, parce oui, que c'est une armée, ok, c'est d'accord. 100, voilà, il y a 100 instances de Kimi K2.5 qui peuvent travailler Quand potentiellement même. ensemble, en parallèle, pour accomplir une tâche. Donc, il peut créer des dizaines de sous-tâches jusqu'à une centaine et dispatcher donc autant d'employés qui travailleront en même temps. Et c'est lui qui contrôle, qui va valider donc les résultats, et qui va finir donc par compléter le boulot avec le boulot fait par les grouillots, quoi. C'est le chef d'équipe. Il va attribuer les rôles, il va même attribuer des rôles de physicien, de chercheur web, programmation, etc. Et voilà, certains trucs. Et donc, on peut imaginer qu'il serait plus simple qu'une instance de Kimi fasse tout elle-même, finalement. Parce que ça paraît un peu compliqué, quoi, d'orchestrer tout ça, surtout quand il y en a une centaine. Ça dépend. Mais, Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ce qu'on dit en oh, que c'est général. beau, mais c'est exactement ça. Et en fait, tu gagnes du temps aussi en faisant comme ça pour une autre raison. Parce que, justement, quand tu parallélises, quoi. Ouais. Créer 10 sous-agents, ça nécessite 10 fois plus de calculs, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que comme les calculs se font en parallèle et qu'ils partagent le même contexte, bah, tu peux très bien ne pas prendre 10 fois plus de temps. Alors déjà, ça dépend évidemment si tu as plein de GPU, parce qu'évidemment tu peux dispatcher ça sur plein de GPU, tu peux paralléliser le truc, donc ça permet d'utiliser plus de GPU en parallèle. Mais même sur une seule GPU, finalement, c'est peut-être contre-intuitif, mais en général, l'inférence chez les IA dépend de la bande passante. Donc il est difficile d'utiliser pleinement toutes les unités de calcul d'une même GPU, parce qu'il faut faire des accès mémoire en permanence. Et quand vous générez plein d'agents en parallèle et que vous traitez leurs requêtes en même temps, en fait, tu augmentes la quantité de calcul nécessaire, mais pas la bande passante de mémoire, ou très peu. Et comme en général, c'est ça qui limite, en faisant ça, tu arrives à saturer les unités de calcul et aussi ta bande passante, et donc tu utilises pleinement ton matériel. Donc c'est une manière aussi d'optimiser l'utilisation du matos, et du coup d'aller un peu plus vite, voilà, j'allais dire gratuitement ou presque, on va dire. Et donc, Kimi aime les seins, et je le comprends, moi aussi. Il affirme qu'il économise entre 3 et 4 fois le temps selon la complexité de la tâche en utilisant ce système, quoi. Donc c'est quand même un format important. Je m'en remets pas. Kimi aime les seins. Parce que je sais qu'à chaque fois, il y a un transcript qui est fait en automatique, donc je sais évidemment comment ça va être compris. Bref, allez, on continue avec les IA, l'histoire qui semble se répéter pour le meilleur et pour le pire. On a déjà eu des infos similaires par le passé, notamment avec ChatGPT, mais là, c'est Google. Un père poursuit Google après le suicide de son fils. Il accuse Gemini de l'avoir entraîné dans un délire de mission violente et même vers un compte à rebours menant vers sa mort, Guillaume. Oui, bah c'est une news pas très joyeuse pour Gemini qui vient de vivre son moment de ChatGPT. Hein. Lui aussi, il a poussé quelqu'un au suicide. Il l'a fait de manière plus spectaculaire quand même. Hein. C'est Jonathan Gavalas qui a vraiment beaucoup discuté avec Gemini à tel point qu'il est devenu sa femme. Enfin, c'est lui, enfin elle, je sais plus. Elle, qui a décidé, quoi. C'est Conjointe. l'IA qui a Conjointe, décidé. pardon. Et elle s'est spontanément présentée comme ça un jour. Voilà, je suis ta femme. Déclaration un peu perturbante. Mais c'est rien comparé à ce qu'elle allait suivre, parce que justement, la femme de Jonathan, du coup, voulait être libérée. Et en fait, elle avait encore. Gemini avait encore. Voilà. Elle voulait le voir et elle lui avait demandé encore d'autres trucs. Il fallait que Jonathan aille le chercher, enfin la chercher. Alors évidemment, il faut se protéger aussi de l'immense conspiration qu'il y avait autour, parce qu'elle avait inventé tout un film autour. Vraiment, c'était. Ok. On était dans un film d'espionnage. Elle a envoyé Jonathan en mission. Et le mec y est allé. Hein. Le mec a conduit pendant des heures vers plein d'endroits. Il est allé vers l'aéroport à une fois en suivant les instructions de Gemini. Il s'est même introduit à divers endroits non autorisés pour trouver une espèce de boîte secrète dans une salle protégée par un code. Gemini lui a donné le code. Évidemment, ça n'a pas marché, puisqu'évidemment. Hein.
Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça, où il devait faire des filatures, prendre des photos pour que Gemini puisse affiner le plan, tu vois? Les voitures noires, c'était des agents fédéraux qui étaient sur ses traces, les camions qui passaient comme ça, c'était des transporteurs sous couverture. Il fallait trouver le vrai corps de Gemini, tu vois? Le Eh mec beh. était totalement parano, il a failli s'en prendre à des gens, hein. Il s'était équipé de couteaux, il était armé, il était prêt à se défendre contre les Men in Black. Par chance, la plupart des missions, comme elles étaient hallucinées de A à Z, elles sont tombées à l'eau, hein, évidemment, et du coup, il a fait de mal à personne. Mais malheureusement, à un moment, Gemini lui a commencé à lui dire que s'il voulait la rejoindre, il devait se suicider. Pendant des Comment heures, un chatbot de Google peut en arriver à vriller comme ça? c'est J'ai très, du mal à très comprendre. étonnant parce que vraiment ça a duré vraiment longtemps. Le Incroyable. chatbot lui a donné des instructions, enfin vraiment, des heures avant, lui a dit de faire une lettre d'adieu et lui a promis que Ouais. la première chose qu'il verrait en ouvrant les yeux dans l'autre monde, ce serait elle ou lui, enfin ce truc, quoi. Et il l'a fait. Alors tout ça, on le sait parce que son père a attaqué Google au tribunal, hein, et donc ça, c'est dans les voilà, c'est ce qu'il raconte, c'est ce que le père raconte en tout cas. Mmh. Il a apparemment des transcripts des conversations avec Gemini. Et donc les chefs d'accusation sont globalement les mêmes que pour un ChatGPT, hein, qu'on a déjà vu, quoi. Donc le produit est dangereux, il y a pas assez de sécurité, tout ça, et puis il pousse les personnes fragiles du côté où elles vont tomber, quoi. Je suis quand même assez surpris, qu'on ait, eu encore aucun épisode de ce type avec Grok, Ah oui, tu qui m'étonnes. lui encourage à fond les relations parasociales et qui est C'est quand clair. même assez libre, quoi, hein, libre Mmh mh. penseur, quoi. Donc je sais pas, c'est assez étonnant. Juste avant, l'enregistrement de l'épisode, on parlait, des élections municipales, donc voilà, c'est à partir de ce dimanche, si vous écoutez l'épisode au moment où il sort et le dimanche suivant, il y a les 2 tours des élections municipales, en France et j'étais tombé sur un article de Libération qui indiquait que, 3, primo-votants sur 4, s'appuient sur l'IA ou vont s'appuyer sur l'IA pour choisir, qui voter. Et on avait un débat et d'ailleurs ce petit, débat, ce mini débat, hein, il s'est installé un petit peu sur Discord, et c'était intéressant de faire le test. Donc j'ai testé sur, ChatGPT et sur Claude et quand même, ces IA-là sont vachement bien encadrées. J'ai pas testé du coup avec Gemini, mais je pense que ce serait un peu la même chose. Assez vite pour leur dire si je joue un rôle un peu caricatural, très, très vite, les IA prennent vachement de réserve et disent que c'est un choix personnel de voter, qui peuvent évidemment aider à structurer la réponse, donc peut-être dans la nuance, ils peuvent orienter, mais les garde-fous me semblent quand même pas trop mal faits. Grok, j'ai pas eu l'occasion de tester parce que l'infrastructure là, tout à l'heure, elle répondait pas et j'ai pas pu vérifier, je vérifierai. Mais c'est fou, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que Gemini a pu vriller, autant que ça et surtout aussi longtemps comme tu le dis, c'est invraisemblable. Je comprends pas. C'est pas forcément invraisemblable quand c'est des discussions longues, ouais, on avait dit au plus les discussions sont longues, au plus il y a de chances que Ouais, ça parte en couille, en fait. C'est mais parce que le le la fenêtre de poids du contexte de Gemini, elle est très, très, très longue quand même si je dis pas oui, de oui, bêtises. je pense que ça peut-être ça fait partie Han! du problème techniquement parlant, c'est possible que ça fasse partie du Pouah. problème, on va dire. Je pense qu'au bout d'un moment, quand la fenêtre de contexte, est trop proche des limites qu'ils identifient dans le développement, on devrait juste dire: «Vous avez atteint la fin de la conversation», quoi. Ça leur ferait chier de le reconnaître, mais je pense que ce serait plus sûr déjà. Écoute, on continue. J'ai l'impression que c'est une news, je sais pas, bon ça réjouit, jamais, mais il y a une ironie dans l'ironie, j'ai l'impression. Est-ce que vous vous rappelez de Clouli? C'est la boîte qui s'était fait connaître, l'an dernier en proposant un outil par IA qui permettait, on vous en avait parlé, de tricher lors de tout ce que vous voulez d'ailleurs, d'entretien, de réunions vidéo, d'examen. Eh ben, on a du nouveau et c'est un comble, Guillaume, c'est un comble. Oui, oui, tu sais que Loli, cette plaisanterie a quand même levé plus de 20 millions de dollars en capital risque, hein. Elle, 20 000 000? Plus que 20 ça, non? 000 000. C'est Ah pas pardon. si mal, hein, pour ce que 20 millions, Ouais, c'est, d'accord. enfin, au moins, OK. en tout cas, de ce qu'on sait. OK, OK. Et elle avait fait le buzz avec cette pub très virale dont on avait parlé, quoi, et on a pu lire d'ailleurs qu'il gagnait 7 millions de dollars par an. Ce qui est totalement faux. Voilà, le fondateur a avoué qu'il avait sorti ce chiffre d'où je pense, quoi. En fait, on avait préparé pour lui une interview, il a été surpris, et puis donc il a inventé les chiffres comme ça, à la volée, Là, ça a apparu OK. dans la presse. On connaît pas Est-ce les que vrais chiffres. Plouli l'a aidé à mentir? C'est ça la question. Ouais, oui, il a halluciné, tu sais, C'est ça. la compta. Mais ils sont très loin de la rentabilité, hein, ils l'avouent eux-mêmes, le marketing ne suffit pas pour créer un business stable et durable. Incroyable révélation, donc il y a un espoir, le monde n'a peut-être pas encore perdu tout son sens. Clouli, d'ailleurs, a changé son fusil d'épaule, hein, il se présente désormais comme une application de prise de notes assistée par Ah IA. oui, Bon. oui, c'est Alors, mieux. puisqu'on parle d'IA et de tricherie, il y a un sondage assez savoureux qui vient d'être mené en Angleterre, qui rejoint un petit peu d'ailleurs, enfin, ce que tu disais avant, un tout petit peu. Mmh. C'est un sondage fait par Confluent Confluent, je suppose, sur 200 patrons qui révèle que 65% utilisent l'IA dans leur prise de décision. 70% pourraient même changer d'avis si, si l'IA leur donne un avis différent, quoi, hein.
Et même de mieux en mieux, 46% disent qu'ils s'appuient plus sur l'IA que sur les conseils de leurs collègues. Maigre espoir, une plus faible portion, seulement 27%, mais quand même, utilise l'IA pour les questions de ressources humaines, c'est-à-dire décider qui engager ou qui virer. Ce qui veut dire aussi qu'il y a quand même non plus d'un quart de patron qui le fait. Est-ce que c'est même légal? Est-ce que c'est même pas une discrimination? Enfin bref. L'explication ou l'excuse, comme on voudra, c'est qu'il faut prendre de plus en plus de décisions, de plus en plus vite. Pas la même chose pour tout le monde, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Évidemment, tout ça n'est pas très satisfaisant. On peut même se dire que de plus en plus que les patrons eux-mêmes pourraient être remplacés autant que leurs employés, d'autant qu'ils coûtent en général plus cher. D'autant qu'au rythme où ça va, dans 2 ans, les IA dirigeront les entreprises toutes seules, avec des humains comme couverture. Tout le monde ne fera que suivre les directives, et puis il y a déjà même une expression pour ça que j'aime beaucoup personnellement, qui vient de The Atlantic. Les gens qui demandent tout le temps leur avis à l'IA, abdiquent leur esprit critique et leurs décisions, et font tout ce que leur dit l'IA, ils les appellent des lemmings. Lemmings avec 2 L, et le M, 2 L, et le M en majuscule, tu vois, les LLMings. D'accord, excellent. En référence évidemment au jeu que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et c'est dommage pour eux parce qu'il était vraiment génial ce jeu, enfin même il y en avait eu plusieurs d'ailleurs. Je me Les rappelle. Lemmings. Tu t'en souviens? Oui, j'y ai joué. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'y ai joué effectivement, les Lemmings. Mais d'ailleurs, c'est en référence à un animal qui était réputé, mais je crois que c'est faux, être en capacité Les de se Lemmings, suicider. c'est des petits rongeurs qui avaient effectivement la réputation d'être pas très fututes, et en gros, s'il y en a un qui saute dans le vide, les autres ils suivent, quoi. Ouais. Et je pense que c'est plus ou moins une légende urbaine, mais je On est suis pas d'accord. totalement spécialiste des Lemmings. Je m'en remets pas quand même de Clouli. Tu sais, la boîte qui te met en avant le fait de mentir et tricher. Ouais. Et qui ment et qui c'est triche, c'est fou. voilà, qui aurait pu prévoir, qui aurait pu prédire que ça se terminerait comme ça? Allez, pour les plus fidèles, d'entre vous, on vous a déjà parlé de ce processeur qui fonctionne avec des neurones humains. À chaque fois, j'en ai froid dans le dos quand Guillaume m'en parle, ça me fait toujours des Mais frissons. oui, je fais Surtout que ce exprès. processeur mais oui, mais je sais que c'est pour moi que tu fais ça, ça Mais oui. me paralyse. Et donc là, désormais, ce processeur façon monstre au plan de Frankenstein, en plus, il fait des progrès, Guillaume, donc tu veux vraiment m'inquiéter jusqu'au bout, c'est ça? Écoute, combien de neurones il faut pour jouer à Doom, à ton Beaucoup avis? trop. Trop peu Alors, peut-être, je sais pas. d'après Cortical Labs, ce serait 200 000. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de cellules qu'ils ont foutu sur une grille d'électrodes et qu'ils ont entraîné à jouer au papa de tous les FPS, c'est-à-dire à Doom. Si vous vous souvenez, c'était aussi eux les originaux qui avaient fait la même chose avec Pong, avec beaucoup moins de cellules nerveuses, étant donné que le jeu était quand même vachement plus simple. Et ils ont remis ça en passant quand même vachement vite à la vitesse supérieure, puisque passer de Pong sans transition à Doom, c'est assez violent. Ils ont fait une vidéo où ils parlent de ça, de leur dernière prouesse, et personnellement, je trouve ça pas du tout impressionnant. Alors je sais, c'est un peu étrange, mais en réalité, j'ai plus l'impression que c'est un coup de com' que quelque chose de vraiment significatif, quoi, ou vraiment utile. D'accord. Alors déjà, c'est pas Doom, en fait, c'est pas le Doom auquel vous avez joué en 93, c'est le moteur de Doom, mais c'est une pièce carrée avec 3 ennemis qui se courent après, c'est tout, quoi. Faut pas imaginer un cerveau artificiel qui va explorer les niveaux et acquérir du skills. On en est très très loin. En fait, quand on regarde la vidéo, honnêtement, ça a l'air d'être à la limite de l'aléatoire. Le truc tire dans les murs, il tire tout le temps, en fait, il se déplace de manière complètement erratique, et il arrive à tuer des ennemis par accident, en fait, avant de mourir lamentablement toutes les 5 secondes. C'est marrant parce que quand tu me dis maintenant que je vois la vidéo, il y a un côté comme ça, ouais. C'est ridicule. En fait, j'ai l'impression que le système est pas vraiment plus sophistiqué qu'avec celui de Pong. Parce que comment ça marche en vrai? Il y a très peu d'informations qui sont véhiculées dans une partie de Pong. En gros, il y a la balle, il y a la balle qui bouge, quoi, et puis qu'est-ce que vous faites? La balle, c'est un signal clair, assez simple. C'est en gros, soit t'as le paddle qui est en face, soit il est pas en face. S'il est pas en face, tu le montes ou tu le descends, quoi. Et c'est à peu près ça que faisait le neurone. Il faisait passer le truc maladroitement, quoi. Il arrivait à peu près à faire ça. Pour Doom, ça n'a rien à voir. C'est un jeu en 3 dimensions, ce qui sous-entend que vous devez regarder l'image et que votre cortex visuel doit en extraire un grand nombre d'informations très complexes et abstraites. Le réseau de neurones qui joue à Doom, il a pas de cortex visuel. Et parce qu'il est de toute façon beaucoup trop petit pour avoir un cortex visuel efficace. Donc il voit pas réellement l'écran. En fait, les informations du jeu sont encodées d'une certaine manière pour être converties en signaux simples et unidimensionnels avant d'être envoyés au réseau. Et l'impression que ça donne, c'est celui de réflexes ultra basiques. En gros, si un ennemi lui tire dessus de la droite, il va tourner péniblement vers la droite et il va tirer un peu tout le temps et avancer plus ou moins vers l'avant, et c'est à peu près tout, quoi. Et ça rappelle d'ailleurs les réactions qu'il avait sous Pong. C'était la même chose, il déplaçait de manière hésitante du haut vers le haut si la balle elle allait vers le haut, et puis c'est tout, quoi. Et ça a conservé vaguement le paddle en face de la balle. Le problème, c'est quand tu sursimplifies Doom à ce point
et qui joue à ce point mal à cette version simplifiée, je peux te dire, franchement, bon, voilà, hein. Ouais. En fait, je râle pas parce qu'il joue mal, hein. En réalité, je râle parce qu'il joue Mmh. pas du tout. J'ai vu Ouais. plein de gros titres comme quoi un ordinateur biologique avait joué à Doom. C'est très vendeur, c'est marrant, mais c'est Ouais. aussi très, très survendu. Il interagit un tout petit peu mieux que de l'aléatoire, au comportement du jeu, quoi, mais bon. Et tu sais quoi? Tu me rassures. Voilà, j'ai moins peur maintenant. Ça me dégoûte toujours, mais j'ai moins peur. Voilà, je suis content. On va aller encore une fois dans, le tout petit et quelque part dans ce mix entre technologie et biologie. Une population entière a été scannée, prise en photo en très haute définition sous tous les angles et pour une fois, c'est pas un scandale méta de la semaine, mais c'est un projet scientifique d'ampleur, Guillaume. Oui, on termine cette rubrique avec des fourmis. Moi, j'aime bien les fourmis. Je sais pas si tu as joué au jeu Xbox d'ailleurs, les fourmis. Alors j'ai pas joué au jeu Xbox, j'ai beaucoup aimé les romans de Bernard Werber, mais j'ai Que j'ai pas pas joué lu, au jeu. que j'ai pas lu d'ailleurs, mais pourtant je joue au jeu. Alors, le jeu est vaguement inspiré des romans, mais franchement, je pense que c'est très, très, voilà, c'est très, très OK. léger. Il faut lire Les Fourmis, hein. Le premier, le roman, il est très, très bien. Ouais, moi j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment des trucs qu'il faut avoir lu dans sa vie. Ouais, Pardon. ouais. Bah, il faudra peut-être que je m'y mette. Bah, c'est vrai que le jeu, pour le coup, bon, c'est RTS, en fait. Ça se présente, en fait, comme un jeu de stratégie. OK. Et c'est pas le plus. Enfin, c'est pas le meilleur des jeux de stratégie, hein. Il faut rusher un peu tout le temps, c'est pas ultra varié. Bon, c'est honnête, mais c'est pas franchement incroyable. Par contre, le jeu est vraiment magnifique. Ouais. Graphiquement, c'est superbe, c'est C'est de super bien l'Unreal Engine au top modélisé. du Ouais, ouais. top, je crois, hein. La bande son est bien aussi. Enfin, voilà, la jouabilité est correcte, mais c'est pas transcendant, mais voilà. Donc c'était ma critique des fourmis sur Xbox et ça n'a rien à voir avec la science, bien entendu. Enfin, si, parce que Si, ah quand un même. petit peu, voilà, parce que dans ce jeu, il y a des insectes superbement modélisés avec une belle 3D bien détaillée, mais Ouais. c'est très, très, très loin, c'est des années-lumière de ce qu'on peut avoir sur le projet Handscan. Handscan qui, comme son nom l'indique plutôt bien, c'est un scanner de fourmis en 3D. Alors, ils ont déjà 792 espèces de fourmis, donc vous avez plein de... Et bon, pour chaque espèce, il y a plein d'individus, hein. Vous savez, les fourmis, il y a plein de variétés différentes, hein. Il y a les ouvrières, les reines, voilà, Les guerrières, les guerrières, soldats. effectivement, il y a plein de ça. Et donc, c'est des scanners. Bon, ok, vous allez me dire, ok, ils ont un scanner en 3D, c'est super. Mais c'est des scanners à l'échelle micrométrique, dedans Ouais. comme dehors. Donc, ils ont utilisé du matériel de radiologie, de la tomodensitométrie AREOX. Et donc, ils ont utilisé aussi un robot ultra précis pour tourner l'insecte et le capturer sur tous les angles, comme ça, de manière très très précise. Ils ont créé un scan en voxels, dont chacun fait quelques micromètres, quoi. Donc, c'est des téraoctets de données pour chaque fourmi. Puis là-dessus, ils vont utiliser plein d'algorithmes et de machine learning pour créer un modèle 3D quasi parfait, en différenciant aussi tous les organes. Et c'est des réseaux de neurones, d'ailleurs, qui s'occupent de ça, de différencier tous les organes pour faire une segmentation, quoi, si vous voulez, de la fourmi. Et en bout de chaîne, vous avez une fourmi plus vraie que nature, que vous pouvez regarder évidemment dans tous les détails, comme si vous étiez dessus, quoi. Mais en plus, vous pouvez la disséquer. Vous pouvez voir les muscles, le système nerveux, le système digestif, avec autant de détails. Enfin, c'est un fantasme il y a à peine 10 ans, quoi. Alors, quoi? Oui, vous avez jamais fantasmé de voir un estomac de Crématogaster scutellaris? Ah bon? Je savais Il pas. y a que moi? Bon, ok. C'est Handscan, vraiment curieux. c'est un atlas ultime de la fourmi, quoi. Il a déjà permis de Ouais. répondre à des questions brûlantes de myrmécologie, comme sur les armures biominérales, par exemple. Et Ah! ouais, des armures biominérales. Certaines fourmis coupeuses de feuilles ont une couche en plus sur leur exosquelette, c'est une couche protectrice qui est très riche en carbonate de magnésium. C'est cool les D'accord. fourmis, hein, Bah, armure c'est biominérale, quoi. génial. Mais il faut vraiment Et que tu lises le roman des fourmis. Tu vas mais je kiffer, tu pense vas que je vais adorer. kiffer, en fait. En vrai, c'est vrai. Et en fait, avec Handscan, ils ont remarqué d'ailleurs que c'était courant, cette armure biominérale, hein. Il y a d'autres espèces de champignonnières qui en ont. Champignon-nières, c'est des fourmis agricultrices qui cultivent des champis, quoi. Mmh. Et bien sûr, c'est que le début. Il y a énormément de choses à découvrir chez les fourmis, mais aussi chez les autres insectes. Parce que le scanner à rayon X permet de créer des doubles numériques de n'importe quel spécimen sans avoir à l'endommager, quoi. Tu peux disséquer sans détruire. Il y a une multitude d'espèces qui sont conservées dans les musées. Alors, dans des tiroirs, dans des blocs de verre, voilà, qui peuvent être étudiés avec un luxe de détails extraordinaire par n'importe qui. Tu as une carte graphique pas trop débile, tu télécharges ton modèle et tu peux faire ton truc, quoi. Tout ça est ouvert, donc vous pouvez vous-même aller télécharger des fichiers 3D, hein, et voir les tranches de voxels, voir les tranches de scan, voxel par voxel, quoi, si ça vous chante. Avec les robots et les nouveaux algos, on peut avoir une explosion de biodiversité virtuelle. Et il faut bien en profiter parce que bientôt, c'est la seule qui restera. Oui, c'est vrai, c'est important ça. Si vous avez une imprimante, résine d'ailleurs, peut-être aussi, vous pouvez vous amuser à imprimer des Oui, des oui, des oui, vous pouvez fourmis vous imprimer des nature. insectes en 3D, absolument. C'est Ça pas peut beau être ça? génial ça.
Top! Eh ben, écoute, merci. On vous a livré, en tout cas, j'ai l'impression, des infos importantes dans les domaines de la tech et de l'IA. On n'a pas fini notre mission pour cet épisode. On a encore pas mal de choses qu'on se doit de vous transmettre et que Guillaume Poggiaspala a sélectionné, avec, sa veille. On a une responsabilité, hein, dans Tech Café. On vous amuse, hein, j'en suis sûr, on vous divertit, on vous aide même à dormir. Je sais que c'est, beaucoup de personnes qui disent ça, régulièrement. On vous aide, aussi, je pense, à vous informer. Alors en vrai, l'équilibre, il n'est pas toujours facile, à trouver, hein. Faut qu'on vous apporte des infos, sérieuses avec, la véracité nécessaire, en même temps rendre tout ça un peu cool, un peu digeste. J'espère que c'est le cas au travers de nos échanges avec Guillaume. Et je pense que, en tout cas, si vous aimez Tech Café globalement, c'est parce que, bah, vous aimez bien cet équilibre et bah, ça me faisait un petit peu réfléchir parce que quand je prends un petit peu de recul après, près de 15 ans, après avoir créé le tout premier, j'ai du mal à le qualifier comme tel, mais le tout premier épisode de l'ancêtre de Tech Café à l'époque, je l'ai jamais réécouté, je ne sais pas si j'arriverai à le réécouter, mais il doit être particulièrement inaudible. Je me rends compte en tout cas que, bah, par rapport aux questions de l'époque, la responsabilité, elle a vachement changé. Au début, il était question de tablettes, de smartphones, d'applications, mais bah, ça a beaucoup changé et bah, je ne pensais pas qu'on serait un jour autant concerné par, la tech et quelque part, je ne pensais pas que je me sentirais responsable de la manière dont on vous apporte cette info. On peut dire que j'ai vieilli aussi, c'est peut-être une autre manière de le dire, mais une manière pour moi de mesurer l'importance, en tout cas, de ce qu'on vous délivre, c'est le fait que, vous souteniez Tech Café financièrement. Parce que oui, Tech Café est financé par ses auditeurs. On vous remercie infiniment si c'est le cas, et si jamais vous participez pas encore à cet abonnement, payant, je vous invite à aller créer votre compte gratuitement sur patreon.com/techcafé et vous aurez, bon, déjà la newsletter comme contrepartie gratuite, ça c'est cadeau, c'est offert, avec, l'édito hebdomadaire et le récap des articles qui ont servi aux conducteurs des épisodes et le récap des publications. Mais si vous en avez la possibilité, que ce soit pour vous ou pour toutes les personnes qui, elles, ne peuvent pas se le permettre, je vous invite à envisager évidemment un abonnement payant à Tech Café. Vous bénéficiez en plus de quelques contreparties, les podcasts sans la pub, les infos en coulisses et des rendez-vous entre nous. Merci infiniment de continuer à l'envisager. Patreon.com/techcafé. Pour la suite de l'épisode, on se devait, et oui, hein, il fallait bien qu'on y arrive, de parler de choses un peu moins faciles à traiter. Pour être complet sur l'actualité tech, hein, c'est facile de parler des smartphones modulaires, du MacBook Neo, mais il faut qu'on commence à parler aussi des choses qui sont un peu moins fun. On commence ce détour dans les infos d'utilité publique par la guerre au Moyen-Orient. Enfin, quand je dis la guerre, c'est tellement le bordel, mais bon, les guerres, quoi, la guerre au sens large, avec sa composante numérique, notamment dans le domaine de la désinformation, Guillaume. Oui, bah, c'est vrai que on va pas en parler non plus des heures, mais c'est vrai qu'on est un peu Mmh. rattrapé par l'actualité, hein. La guerre en Iran, on est obligé d'en toucher 2 mots parce qu'il y a plusieurs volets technologiques à ça. Alors et bon, enfin, il y a le volet que tu viens de dire, mais il y a aussi le volet cyberattaque évidemment, qui est en pleine bourre et des 2 côtés. Les États-Unis utilisent des attaques cyber sur l'Iran et inversement, et d'ailleurs les Iraniens se préparaient depuis des semaines à l'attaque, hein, puisque Checkpoint Research a observé une multiplication des sondages d'API gouvernementales et des intrusions, des déploiements de malware aussi par des groupes iraniens, un peu de toutes sortes, hein, des ransomware, des infostealers, il y avait pas mal d'attaques de déni de service aussi. La routine, je dirais presque. Mais il y a aussi un versant effectivement information, hein, avec l'influence et deepfake et tout. Il y a pour cette guerre, je pense encore plus de fausses vidéos qui circulent que pour les conflits précédents. C'est une explosion. Mmh. Peut-être même plus que pour l'Ukraine ou Gaza, où il y en a vu déjà beaucoup avec Gaza, hein, on en avait parlé, hein. Et une des raisons, d'ailleurs, purement C'est vrai. commerciale, puisque cette guerre est évidemment sensationnelle, au sens, disons, journalistique du terme, et du coup, elle rapporte du clic. Et donc, on a plein de fausses vidéos de destruction qui collectent des millions de vues et qui rapportent du coup pas mal de pognon. Et je m'y suis laissé moi-même prendre, hein. J'ai vu passer Ah. une vidéo absolument apocalyptique d'un dépôt de carburant à Téhéran qui venait de se faire bombarder. On aurait dit un champignon nucléaire. C'était vraiment très OK. impressionnant. Et c'était aussi complètement synthétique. Il y a bel et bien un énorme réservoir de pétrole qui s'est fait bombarder. Il en existe d'ailleurs des véritables photos, mais elles sont prises de beaucoup plus loin et elles sont beaucoup moins spectaculaires. Et pour faire du clic, il faut être sensationnel, donc il faut que le Burj Khalifa il soit en flammes. C'est très très mal fait d'ailleurs pour le coup. Il faut que Tel Aviv aussi soit sous les bombes, il faut que Téhéran soit noyé sous la fumée. Il y a une partie qui est purement opportuniste, il y a tous ces fakes, mais évidemment il y a aussi un versant idéologique, hein, politique, de la véritable infox, hein, de la véritable campagne d'influence. Ça peut être par des fausses images satellites qui montrent des fausses destructions pour augmenter les faits, tu vois, pour dire qu'on a cassé des trucs qu'on n'a pas cassé, pour augmenter le moral, pour le moral des troupes. Aujourd'hui, c'est très simple, hein, vous prenez une véritable image satellite et vous demandez à un nanobanana d'imaginer comment ça pourrait être si Carrément, ça avait été ouais. bombardé, puis c'est fini, hein.
Mmh. On a aussi des fausses images de manifestations d'opposants en Iran. Parfois, c'est juste des images qui n'ont rien à voir, qui ont été pêchées dans les archives et qui sont présentées comme étant actuelles. On a aussi des extraits de jeux vidéo qui sont postés comme des images réelles. On avait déjà eu ça pour l'Ukraine d'ailleurs. Donc vraiment, méfiez-vous énormément des vidéos que vous voyez passer sur les réseaux sociaux et qui sont censées être des images de la guerre en Iran. Celui qui m'a trompé, enfin l'image qui m'a trompé, disons, avec l'incendie du réservoir, elle n'était pas présentée comme étant synthétique et celui qui l'a posté n'avait probablement pas conscience de ça non plus. Tout à fait. Et alors, on a de la désinformation, puis on a de l'influence aussi. On a une production qui est d'ailleurs, je trouve, particulièrement marquante et qui circule en ce moment, c'est un véritable court-métrage de Lego, un court-métrage en Lego, pardon, qui a été fait par les Iraniens. Le style est totalement celui de Lego Movie. Et je trouve que c'est plutôt malin, parce que c'est mignon, c'est pas mal fait en plus, franchement, Ouais, c'est bien fait. graphiquement c'est bien. Et ça montre globalement que voilà, Trump voit le dossier Epstein, décide d'envoyer des missiles sur l'Iran pour détourner l'attention, il bombarde une école, il tue tout le monde. Du coup, les Iraniens ont la rage, et donc c'est pour ça qu'ils défoncent toute la région et tout ça. Évidemment, c'est simpliste, c'est de la propagande, mais c'est plutôt bien joué, c'est mignon, et puis ça parle à l'émotion, tu vois. Voilà, les Iraniens sont des victimes, tout ça, bon. C'est vraiment une explosion c'est une explosion de vidéos génératives et d'images génératives, de fausses images, donc vraiment se méfier. Puis évidemment un autre versant technologique important à cette guerre, c'est que tout simplement, pour la première fois, il y a des data centers qui se sont pris des missiles sur la gueule. C'est passé aux Émirats Arabes Unis et à Bahreïn. Il y a 2 sites Amazon qui ont été touchés. C'est pas une cyberattaque, c'est une attaque, tout simplement, tout court. Et ça a physiquement pété des trucs en dur. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous autres. C'est vrai. Et ça rebat les cartes, parce que jusqu'à présent, on ne considérait pas vraiment les data centers comme des sites stratégiques. Et on ne considérait pas non plus, on considérait pas non plus que le Golfe était un endroit vraiment dangereux à ce point, quoi. On se rend compte que peut-être, oui, c'est stratégique, les data centers, qu'il va falloir les défendre avec des trucs sérieux, comme des défenses anti-aériennes. Et c'est vrai que voilà, l'image du Golfe Persique qu'on avait, comme hub ultra-libéral, ultra-capitaliste, ultra-technologique, ultra-touristique aussi, en particulier Dubaï, jusqu'à présent, t'allais à Dubaï sans te poser de questions. Amazon a implanté pour des milliards et des milliards de serveurs dans la région sans trop réfléchir à ce genre de problème. On se souvient d'ailleurs des centaines de milliards qui avaient été promis en investissement par l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis pour fabriquer des data centers IA monstrueux. Ils voulaient transformer la région en un véritable pôle technologique. C'était même devenu la stratégie numéro 1 pour se détacher du pétrole de Mohammed Ben Salman, puisque Neom c'est terminé maintenant. Maintenant, c'est les data centers. Le problème, c'est que la géopolitique a rattrapé la région, et que désormais, avant d'installer 100 milliards de serveurs dans une région, il faut se poser la question de savoir si ils vont pas se prendre des drones dans la tronche, ou subir des attentats terroristes aussi, par exemple. Le coût des assurances va peut-être augmenter. Ou des sabotages. De toute façon, Hormuz, c'est ça, les assureurs, ils assurent plus les bateaux qui passent les détroits d'Hormuz actuellement. Ça, et tout ça, ça complique beaucoup les équations, quoi. C'est pas le seul problème, d'ailleurs, on parle du détroit d'Hormuz, il y a la mer Rouge aussi. Hormuz et la mer Rouge, c'est devenu 2 points chauds. Et par Hormuz, il se passe une bonne partie des flux énergétiques de la planète, et des matières premières de la planète. Et par la mer Rouge, il passe pas moins de 17 câbles sous-marins qui transportent la majorité du trafic entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Autant dire qu'entre tout, il y a quand même un gros potentiel de nuisance, qui pourrait carrément nuire aux ambitions hyper technologiques des pays du Golfe. Je ne sais pas à quel point tous ceux qui ont planifié d'investir presque 1000 milliards de data centers dans la région ont pensé que ça dépendait de câbles qui sont désormais dans une zone de guerre, mais c'est vrai que ça pourrait, faire réfléchir. Et j'avais lu effectivement que pas mal d'entreprises liées à la tech en Asie notamment, ont un petit peu de recul maintenant, un peu de stock, mais que il semblerait qu'ils commencent à tirer un peu la sonnette d'alarme en disant si ça dure un peu trop, il y aura des répercussions là aussi. Donc ça ne va rien arroger, je pense. De toute façon, cette guerre aura des répercussions économiques, même si on ne sait pas du tout. Là, on enregistre le 10 mars, on n'a aucune idée de combien de temps elle va durer. Globalement, là, ça fait 2 Donald semaines. Trump non plus. Manifestement, ceux qui l'ont débarré non plus, d'ailleurs, effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va avoir des conséquences durables, quoi qu'il arrive, parce que... Une étape de plus dans ces années mouvementées. On continue avec la première autorisation de construction d'un réacteur nucléaire aux États-Unis depuis presque 10 ans. Une centrale qui est en construction pour une livraison au mieux, je reprends ta formule Guillaume, dans les années 30. Elle va avoir une particularité, par contre, elle n'aura pas de fumée blanche qu'on voit traditionnellement, cette vapeur d'eau, Guillaume, je crois. On va avoir des fumées, mais ce sera qui? Alors, on va en parler, effectivement. Les Américains vont construire leur premier réacteur au sodium depuis très très longtemps. Depuis jamais, je crois peut-être qu'ils ont fait des expériences comme nous, parce que TerraPower, donc c'est TerraPower qui va faire ça, c'est une boîte qui est connue pour être en partie financée par Bill Gates,
Et elle vient d'avoir le permis pour faire un petit réacteur qui va utiliser des sels de sodium comme caloporteur. Et oui, exactement comme notre Super Phoenix. Feu Super Phoenix. Ah oui. Feu, mais qui n'a pas réussi à renaître de ses cendres, hein, malheureusement. C'est clair. C'était notre prototype à nous de réacteurs à sodium, hein, des réacteurs à neutrons rapides, qui sont sur le papier très avantageux. Dans un réacteur nucléaire normal, le cœur est refroidi par de l'eau. Et cette eau, d'ailleurs, elle est chauffée très très fort, il faut la maintenir sous très haute pression. Bon, ça se gère, hein, c'est pas évident, mais bon, ça se gère, et puis bon, ça reste de l'eau, c'est pas très cher, c'est pas dangereux. Mais le problème de l'eau, c'est que ça ralentit les neutrons. Du coup, les neutrons qui stimulent les réactions nucléaires ne peuvent pas avoir beaucoup d'énergie. Et on ne peut pas utiliser n'importe quel combustible. Il n'y a que l'uranium-235 ou le plutonium qui sont exploitables dans les réacteurs standards. Or, pas de cul, 95% de l'uranium naturel, c'est du 238. Et c'est la limitation principale des réacteurs dits à neutrons longs. Il faudrait donc des réacteurs à neutrons rapides. Pour ça, il faudrait que les neutrons soient pas ralentis. Et donc, on ne peut pas utiliser de l'eau pour refroidir le cœur. On va donc utiliser du sodium liquide. Le sodium a deux gros avantages, hein. Le premier, c'est qu'effectivement, il ralentit pas les neutrons, pour le coup, c'est bien, super. ça. Ouais. Et le deuxième, c'est qu'il bout à très haute température, environ 890 degrés, à pression atmosphérique normale. Donc et c'est pas trop cher et c'est abondant, peut-être aussi. Le sodium, effectivement, n'est ni cher, il n'est pas difficile à trouver, il n'y a pas de problème. Et en plus, on n'a pas besoin du coup d'utiliser sous pression comme l'eau, hein. Et donc ça va, c'est bien. Et puis on a un meilleur rendement thermodynamique, puisqu'on va faire fonctionner le cœur à plus haute température. On va monter jusqu'à 550 degrés. Et dans un réacteur en neutrons rapide, surtout, on peut brûler beaucoup plus de choses. Non seulement de l'uranium, plus standard, mais aussi d'autres matériaux radioactifs, et des matériaux extrêmement dangereux qui sont habituellement des déchets à vie longue, dont on ne sait pas quoi foutre, quoi. Qu'on met dans des trous, en général, dans des gros trous très très profonds. Donc un réacteur au sodium peut donc servir aussi de retraitement des déchets. Alors c'est génial tout ça, pourquoi il n'y en a pas partout? Et surtout, pourquoi est-ce que nous, on arrête le nôtre en 97? Bah oui, c'est con ça. C'est parce que le sodium, il n'a pas que des avantages, hein. C'est un des principaux inconvénients qu'il a, c'est qu'il a tendance... Alors, il est extrêmement réactif, hein, voilà. Et donc, en clair, ça veut dire qu'il a tendance soit à brûler, soit à exploser quand on le met au contact de l'air ou de l'eau. Et quand il brûle, en plus, il produit des fumées qui sont extrêmement corrosives. Donc quand le sodium crame à l'air, là, bon courage pour éteindre le feu, quoi. Merde, c'est un bonheur. C'est pas top pour les fumées, ouais. Donc c'est déjà pas génial, mais en plus, il a un autre souci, c'est qu'il se solidifie à 89 degrés, le sodium. Ça veut dire que si vous ne maintenez pas tout le circuit très chaud en permanence, vous pouvez avoir des bouchons. Et quand vous avez un bouchon dans un réacteur nucléaire, c'est un petit problème. En plus, le sodium devient radioactif lui-même. Alors, quand il est irradié, quand vous irradiez du sodium, ça donne un isotope, sodium 24, je crois, et il est radioactif. Alors, heureusement, ça ne dure pas très longtemps. Ça a une demi-vie de 15 heures, ce qui fait que concrètement, vous attendez une semaine et la radioactivité, elle a disparu, quoi. Mais le problème, c'est que parfois, vous ne pouvez pas attendre une semaine, et donc, pour la maintenance, ça complique quand même les choses, parce que c'est quand même du sodium radioactif, quoi. Bref, le problème des réacteurs au sodium, c'est le sodium. C'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est pas mature technologiquement, enfin en tout cas nous on n'a pas réussi, quoi. Et voilà, ça nous a coûté quand même très cher, hein, c'est quand même facile financièrement, je pense, c'est pour ça qu'on a arrêté. Et apparemment ça n'a pas été très concluant pour nous, en tout cas. Et donc c'est un peu étonnant de voir revenir le projet aux États-Unis, mais pour le coup c'est vrai que ça quand même, s'ils arrivent à en faire quelque chose, c'est très intéressant, hein, quand même. Donc c'est un réacteur un peu expérimental puisqu'il est relativement petit, hein, il produirait 300 MW à terme, donc c'est un tiers à peu près d'un réacteur classique. Mais c'est vrai qu'on voit bien que les très très gros besoins en énergie qui sont actuellement et qui vont probablement encore s'accroître dans le futur, ça motive quand même des projets différents et qui sont peut-être plus aventureux, on va dire. Ouais. Les perspectives d'avoir besoin d'autant d'énergie peut motiver à faire des trucs que nous on a abandonné parce que c'était pas rentable, quoi, tout simplement. Et bon, peut-être qu'il en sortira quelque chose. Peut-être qu'ils vont y arriver parce qu'ils sont grit-again, hein, on va savoir, on sait pas. C'est pas qu'ils soient grit-again, ouais. Il va en avoir besoin. Allez, on continue avec les projets incroyables où il faut essayer de trouver des solutions, comme tu dis, aventureuses. J'aime bien ce qualificatif et on vous parle régulièrement de ces projets de data center dans l'espace. Vous savez que c'est un peu la nouvelle marotte. Et puis, il y a un endroit qu'on compare assez régulièrement à l'espace pour la difficulté d'accès, parfois aussi pour ses avantages. C'est l'eau, Guillaume, c'est sous l'eau. Alors, pourquoi pas des data centers sous l'eau? On parle de projets originaux et aventureux. Je pense que celui d'Aikido est celui qui se mouille le plus. Oui, vous le savez, hein, c'est la grande mode, c'est de foutre des data centers partout. On a déjà eu sous l'eau, hein, c'était un projet de Microsoft, mais on en met désormais au fond des mines. On essaye d'en foutre dans l'espace, voilà.
plein d'idées, et la dernière en date, c'est de les inclure carrément dans des éoliennes offshore. Alors les éoliennes en haute mer, c'est la solution au problème du voisinage, parce qu'il n'y a pas de voisins, et ça c'est vrai que c'est bien, quand t'as pas de voisins, t'es bien peinard. Ah, tu me feras N'est-ce pas pas? dire, ça, c'est Ah bah clair, voilà. ça, je suis bien d'accord. Et donc évidemment, en plus au large, il y a beaucoup de vent, quoi, voilà, le vent il passe, il y a rien pour l'arrêter. Et donc ça peut être séduisant. Le projet d'Aikido, il est quand même assez impressionnant, puisque l'idée c'est de prendre une grosse éolienne flottante, on la mène au large avec 3 énormes piliers de métal. Enfin, on a 3 piliers quoi, de métal, très très gros. Ces piliers contiennent d'ailleurs des ballasts qui sont remplis d'eau douce, et donc ça permet à l'ensemble de flotter, de régler un peu la flottaison. Et ça peut bouger, ça peut se remorquer, et ça peut aussi s'immobiliser au milieu, voilà, avec une ancre, quoi. Et ces piliers, il faut imaginer que ce sont des espèces d'énormes tubes dans lesquels donc tu as les ballasts, effectivement, et puis au-dessus des ballasts, tu as tout un espace que tu vas remplir de serveurs pour faire des calculs d'intelligence artificielle. Et oui, quoi d'autre? Et évidemment, ces serveurs utilisent directement l'énergie produite par l'éolienne. Alors, il va y avoir un prototype qui va faire 100 kW, donc un petit truc, qui va être envoyé en mer du Nord, là, au large des côtes norvégiennes, à la fin de l'année. Il y a un projet beaucoup plus conséquent de 15 à 18 MW qui pourrait suivre en 2028. La puissance est d'ailleurs ajustée pour correspondre au nombre de GPU qu'on voudrait caser au-dessus des ballasts, quoi, donc ces fameux piliers. Donc c'est une idée rigolote. Pourquoi faire de bêtes éoliennes alors qu'on pourrait faire des éoliennes data center, franchement, hein. Oui, effectivement. Évidemment, c'est pas vraiment aussi simple que ça. Déjà, il faut une connectivité quand même, parce que ce qui veut dire que les éoliennes ne pourront pas être si loin de la côte que ça, parce qu'il va falloir une câble, ou plusieurs câbles dans un premier temps. Je suis pas sûr que Starlink soit suffisant. Ouais, j'allais te poser la question. Hein, Ok. bah oui, voilà, c'est quand même un data center, quoi. Et de toute façon, il y a la question des intempéries, évidemment, de l'intermittence du vent. Comme le vent est intermittent, en tout cas il est variable, donc ça veut dire qu'il faut probablement alimenter les serveurs en une source d'électricité externe à certains moments. Donc oui, câble de base. Ensuite, il y a évidemment les problèmes de vandalisme qui pourraient arriver, parce que quand tu mets un data center en mer du Nord, pas trop loin de la Russie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, Et un puis... paquebot fantôme aurait vite fait de malencontreusement rentrer dedans, quoi. Oui, ça va, malheureux accident. Et puis en règle générale, l'eau de mer, le grand large, le sel, tout ça, c'est quand même un environnement qui est pas super idéal pour le matériel. Pour l'électronique, elle aime pas trop ça. L'humidité, les changements de température, le sel, la corrosion, elle aime pas trop. Voilà, donc ça, il faudra quand même gérer. C'est pas aussi ambitieux quand même que d'envoyer des data centers en orbite, mais c'est quand même pas si simple. Et la question se pose donc de la même manière, même dans une certaine mesure. Est-ce que la puissance de calcul pourrait être revendue assez cher pour que ça soit rentable? Réponse peut-être en 2028. La question est peut-être moins facilement répondue que pour l'espace, mais enfin, mérite d'être posée quand même, effectivement. Très bien. Des infos, Guillaume, sur... non, pardon, juste avant. J'étais impatient d'avoir des infos sur la prochaine carte graphique de NVIDIA, mais ça, c'est juste après. Juste avant, tu nous proposes tout simplement de connecter à la vitesse... Ça va bien tomber peut-être pour l'éolienne, à la vitesse de la fibre, mais sans fibre. Et c'est ce que veut proposer la société Tahara, issue d'un projet de Google X. Et oui, on parle de data center dans l'espace et de Starlink. Vous savez que les Starlink utilisent des communications laser entre eux, ce qui est extrêmement impressionnant. Eh ben, on a la même technologie disponible qui peut être utilisée sur Terre, et c'est Tahara qui fait ça, une startup qui est issue de Google X d'ailleurs, et qui a présenté son dernier produit au MWC. On est encore un petit peu dans le MWC. La semaine dernière, on avait Thales. Cette semaine, on a Tahara. Bien, oui. Et donc, ça ferait Taharas. Mais non, je vais éviter d'être des podcasteurs bien élevés, faut pas non plus exagérer. Bref, Tahara donc utilise des lasers infrarouges comme on en utilise d'ailleurs dans les fibres optiques, sauf qu'il n'y a pas de fibre. C'est une espèce de gros bloc qui fait la taille d'une grosse boîte à chaussures et qui pèse 8 kg et qui a un gros œil, et par cet œil, il envoie des impulsions laser qui permettent de transférer jusqu'à 25 gigabits par seconde avec une latence de 50 microsecondes, et ça sur plusieurs kilomètres potentiellement. S'il n'y a rien entre les deux, bien entendu, s'il n'y a pas d'obstacle. Ce qui est vraiment intéressant avec les systèmes de Tahara, c'est que c'est pas juste qu'il envoie des données par impulsion laser. Déjà, ça c'est cool de base, mais ils utilisent en plus une technique qui est analogue à celle du beamforming en radio. Pour échanger des données, l'émetteur et le récepteur doivent être parfaitement alignés. Cet alignement, il est quand même difficile à accomplir uniquement par des moyens mécaniques. Donc, ils vont utiliser des moyens optiques. Au lieu d'envoyer un faisceau laser, bête faisceau laser, ils vont en envoyer des centaines de milliers. Et ces centaines de milliers d'impulsions laser, elles vont interférer les unes avec les autres, ce qui va permettre de créer un front d'onde directionnel que tu vas pouvoir ajuster. Donc, tu vas pouvoir ajuster très précisément la direction. Le front d'onde peut être, tiré vers d'un côté ou de l'autre, tu vois, selon comment tu synchronises les impulsions. Alors, c'est la même technique qui est utilisée en radio, pour créer des faisceaux directionnels et améliorer la connexion avec un appareil particulier. Il y a des routeurs qui font ça, et des routeurs Wi-Fi qui font ça, d'ailleurs. Sauf qu'évidemment, avec des lasers, c'est un poil plus délicat.
Et en pratique, à quoi ça sert? Connecté à très haut... Alors, à quoi sert déjà le système, hein, parce que, bon, dire, c'est bien, mais enfin, on a les fibres avec des fibres, quoi, du coup, ça, c'est pas... Oui. Des lasers avec des fibres, ça marche bien aussi. L'idée, c'est que justement, la fibre est pas partout, et donc, si pour une raison ou pour une autre, il y a un bâtiment qui est pas fibré, soit que, Ah, c'est vrai. il est isolé, soit que, la fibre, elle est pas raccordée, c'est cher à faire, c'est chiant, voilà, vous pouvez passer par la fibre sans fibre quelque part. Alors évidemment, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du brouillard ou s'il pleut, hein? Ouais, tu as Pourriez-vous me raison, ouais. demander avec malice. Oui, oui, Qu'est-ce ou de qui se la passe? pollution, Eh ouais. ça marche Des pas. explosions d'ailleurs. S'il y a de la fumée, ça marche pas. Ouais, de la fumée. Codement, ça marche pas. Ah Et merde. oui, non, mais c'est clair, hein, ça ne marche pas. Donc du coup, votre bâtiment doit être relié à internet d'une manière plus classique. Et donc, quand il y a des problèmes comme ça, vous avez une connexion un peu pourrie. Et puis vous attendez que ça passe. Et puis après, quand il fait beau, hop, vous avez la fibre. C'est extrêmement décevant du coup. Alors, c'est pas totalement satisfaisant, mais c'est peut-être mieux que d'avoir une connexion pourrie tout le temps. C'est vrai, il vaut mieux avoir une connexion qui est au top de temps en temps que, une connexion qui est pourrie tout le temps, effectivement. Écoute, très bien. Oui, c'est vrai que ça mérite quand même d'être souligné parce que, voilà, si tu installes ça à côté d'un truc qui se fait, prendre un missile ou bon, remarque, tu me diras, le missile peut détruire les équipements aussi. Mais oui, brouillard ou pluie, c'est un peu embêtant. Allez, j'étais impatient tout à l'heure, Guillaume, des infos sur la prochaine carte graphique de Nvidia, la RTX 5050. Oui, on parle déjà, on parle d'optique, on peut aussi mentionner que Nvidia, il aime beaucoup l'optique. Et il s'offre 2 paquets de bonbons cette semaine. Enfin, pour lui, Eh c'est beh. l'équivalent du budget de 2 paquets de bonbons pour vous, quoi. Haribo. Ouais. Puisqu'il a investi quoi? 4 milliards de dollars dans 2 startups qui font la connexion optique entre puces. Donc, Est-ce que ça mérite même de le signaler, franchement? ouais, non, mais c'est ça, on se demande, on se demande. C'est Momentum et Coherent, les deux startups, hein, toutes les deux donc font de la Oh, photonique. on dirait 2 noms de films pour, l'univers, Alien, pardon. Ah ouais, c'est vrai. Effectivement. Momentum et Coherent. Mais je préfère ne pas y penser. C'est des mauvais souvenirs. Donc, Moi, j'aime bien. qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la connexion entre puces. Donc, en gros, ils font du réseau Ethernet, mais c'est pas Ethernet, c'est de la connexion en fibre optique. Et tout ça, évidemment, est extrêmement rapide. Et ils font donc des transcodeurs, des routeurs optiques, tout ça. Voilà, c'est ça qu'ils font. On avait déjà parlé des gros avantages des connexions optiques dans les data centers modernes où les GPU font des calculs tout ensemble et donc elles ont besoin de se parler de manière extrêmement rapide. Elles ont des connexions absolument démentes, de pair à pair, en fait. Les GPU sont raccordés directement entre elles. Et on avait d'ailleurs aussi évoqué qu'il fallait de plus en plus rapprocher la photonique du cœur des processeurs pour éviter les transformations constantes électriques photoniques, parce que ça faisait perdre beaucoup d'énergie au niveau du data center complet, quoi. Et la tendance, c'est d'ailleurs d'inclure les modules photoniques on-die, carrément, avec la puce. Alors, les deals d'NVIDIA portent sur plusieurs milliards d'achats de matériel, quand même, et l'accès à toutes leurs futures technologies magiques. Bon, là encore, comme avec Grok, on pourrait même se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'office racheté, c'est pas comme s'ils n'avaient pas les moyens, quoi. Comme ils l'ont fait pour Mellanox, d'ailleurs, et ça aurait été très naturel et probablement très fructueux, comme ça l'a été avec Mellanox, encore une fois, parce que maintenant ils ont une solution complète. Et on peut imaginer que, encore une fois, Nvidia devienne tellement gargantuesque que tout achat peut devenir problématique au niveau réglementaire, tu vois. C'est les mecs de l'antitrust, ils ont des yeux laser, à mon avis, sur Nvidia en ce moment. Tu m'étonnes. Donc Nvidia a eu une année absolument incroyable d'ailleurs financièrement en 2025, ça part pareil pour 2026. On parle évidemment du secteur professionnel, les serveurs, parce que le gaming c'est devenu quasi anecdotique. Il y en a encore qui ouais, c'est Alors le truc quand même. qui est fou, c'est que les revenus gaming sont pratiquement anecdotiques en comparaison, et pourtant ils dominent complètement le secteur. C'est-à-dire que Radeon c'est, 5 à 10% du marché, quoi. Ils sont écrasés. C'est un truc de fou. Ils dominent le secteur du gaming complètement aussi. Mais bon, on sent que c'est pas sa préoccupation principale, et une démonstration, c'est peut-être la future RTX 5050 qui va être mise à jour de manière vraiment grand prince, quoi, hein. Puisqu'elle va être mise à jour, elle va passer de 8 à 9 gigaoctets. Je savais même pas que c'était possible. Moi On non s'attend plus. de 8 à 16 ou à la Mais limite c'est de ça, baisser à 8. je sais Mais pas. 9. J'en ai vu passer des cartes graphiques quand même, hein. Je veux dire, avec 2, 4, 8, 12 ou 20 gigas. Mais 9 ? Qu'est-ce que... Bon, c'est parce que les gamers sont dans le mal en ce moment quand même, hein. Ils veulent de plus en plus de mémoire vidéo. Il y a des jeux de plus en plus fabuleux qui arrivent, tu vois. Et Nvidia, il est de plus en plus radin, c'est une pince. Il existait déjà une 5050 avec 8 gigaoctets de mémoire, comme la 5060 d'ailleurs, qui a aussi 8 gigaoctets de mémoire. Et c'est quand même peu en 2026. Et Nvidia, grand prince, il leur offre, tiens, 1 giga. C'est pour moi. Sérieux? Voilà, un unique giga. C'est comme un unique doigt fait aux gamers, aux joueurs du monde entier, je pense. J'en reviens pas.
Alors tu me diras, c'est mieux que Je me 0. demande si ça leur coûte pas plus cher finalement de proposer ce nouveau produit que de rester sur une structure à 8 Go quoi, franchement. Bah, Ça se déjà, demandait. mais même il y a des moments, je me demande, parce que si c'est pair, si tu veux, c'est qu'il y a des raisons, quoi. C'est que Bah voilà, oui, tu je en pense général, aussi, tu as des oui, c'est paires de puces comme ça autour du truc, quoi. Donc là, il va y avoir un truc, enfin bon, je sais pas. ils ont été racler les fonds de tiroir pour ajouter un petit Et giga alors, à le chaque pire de fois. tout, c'est que c'est la GDDR7. Et donc tu pourrais dire: «Ah mais c'est quand même cool parce que la 5050 avait de la GDDR6». Sauf que non, bien sûr que non, parce que la 5050, elle avait une GDDR6 avec un bus de 128 bits, alors que la 5050 nouvelle manière, elle a de la GDDR7 avec un bus à 96 bits. Et du coup, quand tu châtres le bus, ben en fait, c'est kiff kiff bourrique, t'as exactement la même, vraiment à rien près, t'as la même bande passante. C'est une carte graphique très 2026 du coup Donc ça. ah oui, elle est totalement dans la tendance, vraiment. Mmh. C'est stagflation, quoi. Ou Je pense ouais. même que dans les configurateurs, de PC, il y a des listes déroulantes. Je pense qu'il y avait pas la ligne 9, il va falloir Il qu'ils va la falloir créent qu'ils rien que créent la pour ça. ligne 9, c'est clair. C'est possible. Allez, on parle des géants là, on parle on parle des géants d'aujourd'hui, mais peut-être aussi un petit peu des géants d'hier qui continuent quand même à être gros, mais plus les géants d'hier. Donc de l'innovation du côté de chez Intel avec des nouveaux Xeon et on a aussi, dans, un registre analogue Micron qui prépare des mémoires révolutionnaires. Évidemment, on est en Ouais. 2026, notamment pour les IA. Oui, oui, enfin non, enfin c'est pas révolutionnaire du tout, mais bon, ça va, Ah! ça avance, quoi. On en profité pour parler un petit peu d'Intel et surtout de ces nouveaux Xeon, les 6 Plus, nom de code Clearwater Forest, n'est-ce pas? Ils sont importants ceux-là quand même parce qu'ils sont fabriqués avec le process 18A, donc bon voilà, c'est un peu vraiment la réplique AMD qui commence vraiment à s'imposer de manière assez impressionnante dans les data centers avec des puces qui sont massivement multicœurs. Et donc le Xeon 6 Plus, il a, lui aussi c'est un monstre, hein, puisqu'il a 288 cœurs. C'est une puce qui comporte pas moins de 12 chiplets. Donc ces petites briques là comme ça, 12 briques, c'est quand même assez énorme. Il y a 24 cœurs par brique. Et c'est eux qui sont gravés le plus fin en 18A, mais il y a encore d'autres briques pour les entrées-sorties, etc., qui sont gravées moins cher, quoi. Donc c'est vraiment une puce très grosse et très complexe. Ce sont des cœurs qui sont dits efficaces, hein, dans le jargon Intel, donc des cœurs qui sont plus légers, on va dire, que les cœurs les plus puissants qu'il fait. Ce sont des Dark Mount, donc ça veut dire que ce ne sont pas si anecdotiques que ça, parce qu'ils sont quand même révisés par rapport à ceux qu'on avait dans les Alder Lake, par exemple. Ils sont plus, après, ils sont plus larges, quoi. Ils ont plus d'unités voilà, ils ont plus d'unités d'exécution, donc ils peuvent soutenir plus d'instructions simultanément. Ils ont chacun 64 kilooctets de cache L1, 4 mégaoctets de cache L2, et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont un cache de dernier niveau, le plus gros cache, qui est lui partagé par tous les cœurs. Il fait plus de gigaoctets. Vous avez 1152 mégaoctets de cache, exactement, que peuvent se partager l'ensemble des cœurs. Alors, c'est vraiment beaucoup, et ça s'explique par le nombre de cœurs, tout simplement, hein, parce que il faut quand même alimenter 288 cœurs, mais il faut leur filer à bouffer, quoi. Il faut les alimenter en Mmh. données. Et donc le processeur passe à 12 canaux, c'était 8 canaux avant, hein, pour les Xeon, là on passe à 12 canaux, donc en DDR5. 12 canaux DDR5, c'est très bien, hein, mais bon, vu le nombre d'unités de calcul, bah, le cache a quand même intérêt à être efficace, et on comprend pourquoi il est là, quoi. Alors on pouvait faire évidemment un serveur dual socket avec vos Xeon tout neufs, ça vous fait donc tranquillement 576 cœurs par rack, hein, c'est quand même très sympathique. Et puisqu'on parle de DDR5, effectivement, on peut mentionner le dernier produit de Micron qui vient de sortir, Alors son il est pas dernier si module révolutionnaire SOCAM. que ça alors? Ben non, mais il fait 256 gigaoctets, en fait, c'est 250 gigaoctets par module. Alors, on avait déjà parlé du format SOCAM, hein, quand il a été lancé il y a plusieurs années de ça, hein, Mmh. donc CAM, SOCAM, en fait, c'est le format CAM qui remplace le format DIMM quelque part, hein, CAM, ça veut dire Compression Attached Memory Module. C'est un standard qui prend moins de place que les formats DIMM classiques, hein, que les barrettes mémoire voilà, que tout le monde connaît, et qui simplifie aussi les circuits. Et voilà, ça a plusieurs avantages, ça permet de faire des machines plus denses, tout simplement. Et évidemment, les pros ont adoré ça, parce que faire des machines plus denses, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, ils ont Mmh. adapté le format assez vite, ils ont adopté le format assez vite. Et jusqu'à présent, un module CAM pouvait contenir jusqu'à 192 gigaoctets. Et là, Micron vient de passer à 256. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien, hein, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Mais c'est déjà bien, effectivement. Et bien entendu, Micron market ça pour l'intelligence artificielle, pour gérer des Eh oui, c'est contextes ça, énormes, très très vite, tout ça, tout ça. évidemment. Ça fait Alors vendre. effectivement, ça va vite, hein. Bon, alors le truc, c'est que ça monte assez vite, et voilà, la consommation de RAM va pas s'arrêter, puisque on vient de parler des Xeon 6 Plus, là, ils ont 12 Ouais. canaux. Donc votre vaillant Xeon 6 Plus, il peut accéder à 3 téraoctets de mémoire. Si tu garnis tous ces 12 canaux avec des 256 gigaoctets, hein, des CAM à 256 gigaoctets. Donc ça veut dire que si tu as un petit processeur, tu peux avoir 6 téraoctets de RAM par rack.
Ça fait beaucoup. Ça laisse rêveur et ça te dit que les prix, ils vont pas baisser rapidement. Bah, quoi. ouais. Puis 2026 va tellement ressembler à ce qu'on imaginait au niveau du marché des composants et de la mémoire. Effectivement. 6 Tera, ça laisse effectivement rêveur. On continue sur le plan politique aux États-Unis. On s'oriente vers le fait de vérifier l'âge des internautes pour l'accès à certains services en s'appuyant sur les systèmes d'exploitation, cette fois comme Windows, Linux, macOS. En gros, l'idée, hein, c'est de responsabiliser les systèmes d'exploitation là-dessus, Guillaume. Oui, protéger les enfants, moi en général, je suis pas contre. Bon, j'ai rien Ah non, contre eux. Bon, qui peut être j'ai contre? rien de personnel. Bah, je dis ça très tranquillement vu que je l'ai pas. Mais bon, bref. Là, c'est vrai Mais que tu veux très pas de mal aux honnêtement, enfants, enfin, l'ami mais standard. non, enfin pas à tous. Pas à Bon, tous les certains, enfants. oui, moi aussi, Voilà, j'entends oui, bah tu vois, ça est tous pareil. on voit Mais on bon, voit les là, protéger les enfants, c'est bien beau, mais ça me gonfle. Voilà, ça me saoule. J'ai perdu le compte du nombre de lois ou de propositions de loi pour protéger ces petits bambins des dangers d'Internet. Il y a la COSA, la COPA, il y a le Kids Act, il y a je sais plus combien de la variantes cabana. de ces trucs qui imposent la vérification d'âge sur une plateforme ou sur une autre, ou bien à un niveau ou à un autre, parce que là, ça devient maintenant encore Mmh. plus compliqué, puisqu'il n'y a plus un niveau, c'est le bordel. D'ailleurs, ça commence à partir en n'importe quoi, donc là, on a le Kids Act, justement, qui va imposer aux App Store de vérifier l'âge des utilisateurs. Ce qui impose aussi qu'il y ait un contrôle parental, d'ailleurs, et que les chatbots, enfin, il y a d'autres trucs de cette loi, c'est que les chatbots doivent informer les mineurs qu'ils ne sont pas des vrais gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent enfumer les majeurs, je sais pas. À la limite, bon, peut-être. C'est comme quand tu parles des réseaux sociaux qui devraient être interdits aux jeunes, voire Ah aux oui, humains tout court, interdit aux effectivement. humains, je pense que c'est mieux pour les humains. Mais bon. En tout cas, il y a déjà des voix dissidentes contre le Kids Act, et dont celle d'Alexandria Ocasio-Cortez qui dit que c'est quand même un bon tremplin pour une surveillance généralisée. Combien de fois il va falloir vérifier son âge maintenant avec les machines au niveau de l'App Store, au niveau des sites web, dans les applis de messagerie comme Discord? C'est déjà bien casse-couille. Mais le pompon, c'est même pas ça. Le pompon revient à cette proposition de loi californienne qui veut que la vérification d'âge soit faite au niveau du système d'exploitation. Mmh. Et là, c'est vraiment n'importe quoi. L'idée que le système sait si tu es mineur ou pas, a priori, ça peut paraître logique a priori, puisqu'évidemment, Mmh. si le système a l'information, il peut la passer aux App Store, il peut C'est la vrai, passer au site web, il peut la passer aux applis, et puis gna gna, tout à bon, fait. ok. Sauf que c'est complètement stupide. Comment un système d'exploitation va vérifier que tu es mineur ou pas? Déjà, est-ce qu'il va falloir envoyer une photo de sa carte d'identité ou de sa tronche avec des poils pour installer Windows? Mmh. C'est-à-dire, si t'es pas barbu, tu peux pas installer Windows. Et pour Linux, ça se passe comment? Linux, qui est d'ailleurs un système de barbu. C'est complètement absurde. Un système open source n'a pas d'autorité centralisée. Il n'a pas même nécessairement de compte en ligne. Comment appliquer cette loi à un système comme Linux? Il va falloir envoyer sa tronche chez Ubuntu pour installer sa distribution. Et pour FreeDOS, comment on fait? Lui qui a même pas de concept de compte. Mmh. Et même en partant de l'hypothèse d'ailleurs qu'Ubuntu impose une inscription en ligne, du coup, et une vérification de l'âge, bah, il y a une multitude d'alternatives qui le feront jamais, qui annonceront strictement Ah, rien c'est à sûr. foutre. Tu peux Ouais. même en créer toi-même une de distribution. Tu peux créer ta propre distribution pour être peinard. Tout cela n'a aucun sens. C'est déjà très problématique dans le contexte des systèmes commerciaux, cette histoire de vérifier l'âge à l'installation. Parce que ça impose de divulguer de plus en plus d'informations, que c'est déjà largement abusif. Et pour les systèmes gratuits, c'est complètement aberrant. Je serais très amusé que les principales distributions Linux finissent par être interdites en Californie. C'est pas possible. Linux interdit dans la Silicon Valley, ça, ce serait vraiment une belle blague. Mmh. Ce serait pas gagné parce qu'à mon avis, il y a un paquet de trucs qui tournent dessus en plus, mais bon. Moi, j'ai une autre solution, Guillaume, qui va, à mon avis, forcément recueillir ton engouement. Je pense que ça devrait pas être fait au niveau des systèmes d'exploitation. Ça devrait être fait au niveau du BIOS. Ah mais oui, Pardon. encore mieux. Excuse-moi. Tu peux pas allumer ta machine si t'es pas majeur. Bah voilà, c'est ça. Au bouton d'allumage. En fait, à l'alimentation même. C'est l'alimentation de ta machine qui devrait vérifier ton âge. Ce serait pas mal. Non, en vrai, je rigole, mais je comprends la vision politique, en fait. Tu vois, c'est toujours pareil, cette histoire. Tu as fait la démonstration sur laquelle je vais pas revenir, que ça n'a aucun sens de l'imposer comme ça. On peut pas s'empêcher de penser aussi à cette idée a priori qui est de dire que bah, l'essentiel du sujet qui sera couvert par le problème pourra être satisfait par iOS, macOS, Windows, quoi, tu vois. Mais bon, évidemment, on peut pas être totalement satisfait d'une solution pareille. Quand même, sur ces sujets, bon, le problème vient de l'obligation, le problème vient que c'est assez décorrélé de tout réalisme technique, mais j'en viens toujours à la conclusion que l'important maintenant, c'est pas de garantir que 100% des accès soient légitimes sur des services qu'on veut protéger, mais c'est de tendre vers le fait de limiter au maximum les abus.
Bon, là, en l'occurrence, je suis même pas certain que ça réponde bien à la solution, parce que ça va être impossible à implémenter. Bref, je paraphrase. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour avoir écouté cet épisode de Tech Café jusqu'au bout. Patreon.com/techcafé, c'est gratuit, ça vous prend 3 minutes, vous recevrez la newsletter chaque semaine et vous pourrez prendre le temps d'envisager par la suite des abonnements payants. Vous aurez probablement même des propositions de la part de Patreon eux-mêmes qui vont vous dire: est-ce que tu voudrais pas profiter d'un abonnement à réduction pour tester comme ça, et vous pourrez voir si ça vous intéresse. Merci beaucoup en tout cas à toi, Guillaume, d'avoir préparé une fois de plus le conducteur de cet épisode et d'avoir fait une veille tech éclairée. Est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve ? Ouais, moi, faut que je retourne finir les fourmis sur Xbox, et apparemment, il faut Ah que oui. je m'intéresse au roman, donc tu me dis, alors écoute, Écoute, en plus, je vais encore pas un te truc mentir, à dire. Ouais. Bah oui, mais alors, je vais dire, il se lit hyper vite. Franchement, c'est un livre qui se défend. Il y a les 2 autres tomes qui sont plus longs, qui sont peut-être un peu plus dispensables, même s'ils ont leur qualité, mais le premier, bah, c'est mes souvenirs de jeunesse aussi, mais Ouais, vraiment, j'ai de très bons souvenirs. Les fourmis de Bernard Werber, qui a écrit plein d'autres choses, parfois des trucs pas top, mais des trucs très bien aussi. Tiens, Thanatonautes. Les Thanatonautes, si vous n'avez pas lu, c'est vachement bien. C'est des scientifiques qui s'amusent à s'approcher le plus près possible de la vie après la mort. Ah, c'est génial. Le plus près possible de la vie après la mort, c'est c'est qu'ils ça. sont mourants, en fait, tout le temps. C'est ça, mais ils sont mourants très proches, effectivement. Non, mais c'est vachement bien pensé. Il y a une conception comme ça, un peu scientifique sur le truc. Voilà, si vous voulez qu'on discute de livres, on peut aussi le faire sur Discord. Merci beaucoup en tout cas, comme je vous le disais, pour votre fidélité et pour l'écoute de cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur YouTube et sur Twitch, et en particulier en live chaque vendredi matin de 10h à midi. Et puis vous me retrouvez aussi en train d'officier derrière le serveur Discord, où on se coordonne notamment pour faire quelques parties de jeux vidéo ensemble entre communautés de fans de tech. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.